Bonjour Isabelle Grosmaître, bienvenue. Merci Thomas. Vous êtes la fondatrice de Goodness & Co. C'est une plateforme de conseil en transformation positive, mais vous êtes ici pour nous parler de la génération Glasgow. Pourquoi ce nom d'abord pour commencer? Génération Glasgow, c'est un collectif qui s'est monté après la COP26, qui a été envers et contre tout pas à la hauteur de nos espérances en fait. D'où ce nom. D'accord. C'est quoi le principe, l'idée, le projet qu'il y a derrière cette génération Glasgow? Merci. Alors peut-être effectivement raconter un peu la genèse. Ouais. La genèse, c'est on est tous conscients des grands défis devant nous, qu'ils soient structurels, d'ordre culturel. On voit bien qu'on a des problématiques pour gérer toutes ces limites planétaires que l'on dépasse, comme le réchauffement climatique, la justice sociale et bien d'autres encore. Et on voit qu'on n'y arrivera pas sans les entreprises. Ça, c'est un constat que je crois qu'on pose tous aujourd'hui. Et qu'on fait ici dans cette émission quotidiennement, on est bien d'accord. Et donc, encore plus qu'hier, je crois au levier des entreprises comme véritable levier de progrès pour la société. Pour ça, donc, on voit bien les entreprises, elles commencent à toucher du doigt ce sujet. On voit, et vous connaissez ces chiffres par cœur probablement, 8 Français sur 10, par exemple, sont très attentifs à ce que les entreprises prennent ces enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de leur stratégie. On voit bien aussi que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, dans la réalité, elles n'ont plus le choix. Elles doivent embrasser ces sujets, démontrer leur impact dans la société pour être choisies. Choisies par les consommateurs qui ont envie d'avoir justement des marques de plus en plus responsables, choisies par les collaborateurs, etc. Mais c'est pas si simple. Donc ça, c'est la genèse. Qu'est-ce que vous faites avec la génération Glasgow? C'est quoi? Ça a été d'abord une grande consultation, c'est ça l'idée? Alors en fait, avec mes deux cofondateurs, donc Dimitri Caudrelier de Cantis et Emmanuel Duès de Boson Project, d'abord, on a été marqué par cet écart, ce gap monstrueux entre les mots, les actions, les engagements et les réalités. Et pour pouvoir accompagner effectivement ces dirigeants, on voyait bien qu'il y avait cet écart grandissant et que la question était assez importante. Et notre envie n'était pas de mettre le doigt sur l'échec, mais notre envie était plutôt de voir quel rôle, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait dans ce cadre-là. Ouais. Et on a décidé justement d'aller à la rencontre de ces dirigeants pour comprendre pourquoi un tel écart. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, les dirigeants engagés, qui étaient autrefois isolés, sont maintenant, je crois, un mouvement. Les dirigeants d'entreprise ont conscience qu'il faut aller vers. Mais c'est pas si facile. Est-ce que c'est dû parce que, oui, on met en place des engagements et après, on ne sait pas calculer les trajectoires? Est-ce qu'il existe trop de biais pour transformer culturellement les entreprises? Est-ce que c'est parce que c'est des sujets trop complexes qui ne peuvent pas être traités à l'échelle d'une seule et même entreprise et qui nécessitent des coalitions? Est-ce parce qu'il faut revoir les modèles de gouvernance? Quel est le rôle des conseils d'administration? C'est tout ça qu'on a voulu faire. Ouais. Donc, en partant à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises, d'organisations, d'ONG, c'est ça? D'abord, on est allé voir les dirigeants et on est allé les rencontrer. Au départ, on s'était dit on va rencontrer une petite dizaine. Et puis finalement, on a rencontré plus de 30 dirigeants qui, effectivement, ensemble, représentent plus aujourd'hui que 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est allé voir ces dirigeants comme, par exemple, Nicolas Hieronymus de L'Oréal ou Philippe Blondiot de Chanel ou encore Cécile Belliot en France du groupe Bell et bien d'autres encore. Et on a essayé de comprendre, sans journaliste, sans dire cab, qu'est-ce qui se passait en tant que leader. Qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui? C'est quoi les freins? Ce qui les empêchait d'aller plus vite, quoi, exactement. De passer à à la fois leur vision, leur conviction. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont faites. Mais elles ne sont pas, comme vous l'avez souligné en introduction, ni à la vitesse, ni à l'échelle nécessaire pour réussir la transformation. Donc vous avez, grâce à eux, commencé à identifier ces frères. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment vous allez travailler? Parce que c'est bien d'identifier. Après, c'est quoi l'idée? C'est de faire des propositions, de partager les bonnes pratiques? C'est quoi l'objectif? Alors en fait, assez vite, une fois qu'on a rencontré ces dirigeants, on a voulu aussi interroger la jeunesse. Parce que justement, la jeunesse apporte ce regard oblique. Relativement naïf. Et on est allé voir des leaders comme Arthur Oboeuf de Time for the Planet ou bien pour un réveil écologique pour aussi comprendre quel était leur regard sur ces grands obstacles.
Et on a également accompagné nos interviews de rencontres avec ce qu'on appelle les penseurs de la transition, les thought leaders, les experts, comme par exemple Sandrine Dixon-Desclèves, la coprésidente du Club de Rome, ou Marcello Palazzi, qui est un des grands leaders du mouvement Bicorp. Et tous ensemble, on a fait émerger plusieurs choses. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est cette étincelle du courage. Parce que justement, il n'y aura pas de transition sans courage. C'est pas si facile. Et en fait, on a voulu célébrer ça. Et la première chose qu'on a faite la semaine dernière, c'est de publier ce manifeste sur le courage. Le courage de penser grand, sortir du cadre, le courage de l'action, ne pas être tétanisé par la peur, le courage de la vérité, oser effectivement sortir du déni, tous ces éléments qui ne sont pas si faciles. Donc ça a été notre première pièce. C'est plus facile d'être courageux quand on est plusieurs ? Bien sûr. C'est important, vous voyez, le fait que ce soit une action collective, un mouvement collectif ? Bien sûr. C'est quelque chose qui ressort énormément des interviews. Ces dirigeants engagés ont besoin d'être ensemble, encouragés aussi par cette nouvelle génération, par ces experts qui vont partager, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais partager justement les uns avec les autres, voir jusqu'où on peut aller, et puis peut-être agir ensemble, expérimenter pour aller beaucoup plus loin. Mais ça veut dire aussi, et je reprends ce mot courage, accepter de bousculer des habitudes qui sont ancrées depuis des décennies. Est-ce que ça veut dire qu'il faut former ou peut-être même déformer ces dirigeants ? Alors, je crois qu'en fait, le courage du leadership était l'étincelle nécessaire. Mais il faut bien plus que ça pour transformer une entreprise. Il y a plein d'ingrédients. Le dirigeant n'agit pas seul. C'est simplement, il faut lui permettre d'avoir le courage suffisant et les conditions nécessaires autour de lui pour lui permettre ces transitions. Ouais. Mais je repose la question sur la formation des dirigeants. Est-ce que ce n'est pas un axe important ? Parce que quand ça fait 10 ans, 20 ans, ça dépend des générations, 30 ans, 40 pour certaines, qu'on manage une entreprise d'une certaine façon, avec des critères, mais on peut parler des critères financiers, des critères comptables, bref, etc. Est-ce qu'il ne faut pas les reformer ? Et je repose exactement la question, voire les déformer. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je crois... Bien sûr, la formation est un élément essentiel et notamment, par exemple, j'en suis convaincue sur les conseils d'administration. On pourrait en parler, ou les collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans le 440, il n'y a que 2% des collaborateurs qui sont formés au sujet de l'ESG. Mais au-delà de ça, le point, c'est plutôt de leur permettre à ces dirigeants d'oser. Le courage, c'est agir chaque jour, prendre dans les moments difficiles des décisions. Le courage, c'est la notion de constante aussi. Et c'est leur permettre de réussir. Est-ce que ça veut dire aussi que des entreprises qui sont concurrentes doivent accepter de travailler ensemble ? Ça, c'est une grande nouvelle donne, bien sûr. Aucune entreprise ne peut y arriver seule. Aucune. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'une nouvelle forme de coalition s'impose. Oui. Et de travailler, donc ça veut dire de travailler avec effectivement des ONG, des experts, d'autres entreprises, mais aussi ses concurrents. Et ça, effectivement, c'est une nouvelle donne qui est relativement complexe. Mais est-ce que ce n'est pas une prime à ceux qui ont moins travaillé, ça ? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire ? On va partager des bonnes pratiques. Ceux qui sont moins avancés sur le chemin de la transition vont bénéficier du travail des pionniers. Est-ce que ce n'est pas une prime à ceux qui ont moins travaillé ou qui étaient dans le déni ? Alors, je ne crois pas personnellement, parce que je crois que seules les entreprises qui auront vraiment démontré leur impact positif dans la société prospéreront parce qu'elles seront choisies par les collaborateurs, les consommateurs, etc. Je suis bien d'accord avec vous. Sûr. Donc celles qui ont pris de l'avance, forcément, dans ce mouvement, elles ont pris de l'avance aussi vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis du financement, etc., etc. Donc si on partage les bonnes pratiques, on permet aux autres de rattraper le retard. Entre entreprises concurrentes. Mais là encore, moi aussi, j'emploie des formules et des réflexions qui sont peut-être très ancien monde. Non, mais ce n'est pas si simple et vous avez raison de le souligner. Ouais. Merci beaucoup, merci Isabelle Gromette. On va continuer de découvrir cette génération Glasgow et les premières pistes d'action identifiées.